plusieurs reprises par les commissions parlementaires, Sénat, Assemblée nationale, etc., pour la révision, enfin, le projet de loi sur la fin de vie, et qui a été supprimé par la dissolution, mais qui est en train d'essayer de renaître de ses cendres. Et donc il a vraiment une expérience, et puis son engagement dans le soin, dans la prise en compte des patients, dans aussi l'animation d'un travail d'équipe, parce que l'exercice solitaire de la médecine, ça n'existe plus. Hein, c'est un travail d'équipe, hein, de l'aide-soignant au chef de service. Eh bien, c'est une équipe. Voilà. Pierre-François, à toi la parole. Tétraplégie partielle, ça fait quasiment paralyser des 4 membres. Et donc, il est hospitalisé chez nous. On lui fait une IRM du rachis cervical et qui retrouve en fait une contusion de la moelle, donc très haut placée, qui explique le fait qu'il soit tétraplégique. Il avait des conditions anatomiques. Il avait de l'arthrose sur son canal cervical. Et donc voilà. Seulement, on se pose aussi la question. Donc, il est tétraplégique. Ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément, c'est pourquoi il a fait une crise d'épilepsie, pourquoi il est tombé. Et donc on lui fait un scanner cérébral et en fait on tombe sur, grosso modo, un cancer du cerveau extrêmement évolué, de très mauvais pronostic. Et donc l'évolution initiale, elle est marquée sur quelques jours par l'installation, la complétion de la tétraplégie. Hein. C'est souvent le cas chez ces patients, parce qu'il y a l'œdème qui s'installe de la moelle, et la moelle étant comprimée dans l'os, ça comprime encore plus la moelle. Et donc, il devient complètement tétraplégique. Et quand on est tétraplégique, eh bien, on a du mal à respirer, puisque les muscles respiratoires dépendent aussi de la moelle. Et donc on essaie de l'aider à respirer. Il devient très encombré et se pose la question de la suite. En même temps, on fait ce qu'on appelle une RCP, c'est-à-dire une réunion de concertation pluridisciplinaire avec les chirurgiens, les oncologues, etc., concernant sa tumeur cérébrale. Et la conclusion de cette discussion, c'est qu'il n'y a pas de chirurgie possible en fonction de la localisation de cette tumeur, que le pronostic est défavorable à moyen terme, c'est-à-dire qu'on sait que la tumeur va l'emporter dans les mois qui arrivent, car il n'y a pas de traitement curatif possible, ni palliatif en raison de son état clinique. La famille, alors il a une famille qui est assez nombreuse, hein. Il a une épouse, un frère, une sœur, il a 3 enfants, est informé du pronostic, mais on n'a pas dit aux patients qu'on avait découvert cette tumeur cérébrale en plus de la tétraplégie, et la famille ne souhaite pas qu'on le dise aux patients. Et donc la conduite à tenir ne fait pas complètement consensus dans l'équipe, devant un risque de nécessité d'intubation imminente, c'est-à-dire de lui mettre un tuyau pour le faire respirer, en sachant que chez ces patients tétraplégiques, quand on est obligé de mettre un tuyau, en règle générale, on part pour des semaines et des semaines de réanimation avant d'arriver à retirer ce tuyau. Donc il se pose 2 questions pour nous, c'est est-ce qu'il faut, si la dégradation respiratoire continue d'évoluer, endormir, intuber et passer le patient sous respirateur et s'engager dans une réanimation lourde. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il faut informer le patient de son diagnostic de cancer et du pronostic qui y est associé. Alors moi je vous pose la question, est-ce que informer complètement le patient, pour vous, est-ce que ça vous pose un problème éthique? C'est-à-dire lui dire, vous avez une tumeur cérébrale incurable, est-ce que vous, ça vous pose un problème? Non. D'accord. Bon, il y a du non, mais il y a des rires en même temps. Bon. Nous, ça nous posait un problème. Mais je vais vous dire pourquoi ça nous pose un problème. Normalement, si on regarde le droit, et je comprends que le juriste dit qu'il n'y a pas de problème, c'est qu'en termes de droit, évidemment, il n'y a pas de problème, il faut lui dire. On y reviendra. Alors, pourquoi une décision médicale
peut-elle soulever une question éthique? Parce qu'en général, c'est une situation où il n'y a pas d'accord a priori au sein de l'équipe. On a un conflit de valeurs possible, et pour lequel ce qu'on appelle l'évidence-based medicine, c'est-à-dire la littérature médicale, ne répond pas à la question posée. Et en fait, ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas quelle est la bonne réponse. C'est la seule chose qu'on sait. Et donc, c'est ça, en fait, le dilemme éthique. Alors, à la première question, faut-il endormir, intuber et passer le patient en ventilation mécanique et s'engager dans une réanimation lourde? Finalement, là, on a un consensus qui est trouvé sans trop de difficultés sur le fait de ne pas s'engager dans une réanimation lourde en raison de sa tétraplégie et de sa tumeur cérébrale évoluée et évolutive, n'entraînant pas d'avenir post-réanimation. C'est-à-dire que, grosso modo, on sait que ce patient-là, si on le prend en réanimation, il ne sortira jamais de la réanimation, puisque la tumeur va continuer d'évoluer pendant tous les traitements qu'on va lui faire pour sa tétraplégie, en espérant qu'on arriverait un jour à le sauver du respirateur, mais que de toute façon, la tumeur l'aura rattrapé d'ici là. Et dans le cadre d'un principe de non-malfaisance, un des 4 grands principes d'éthique médicale, on a pris la décision de ne pas s'engager dans une réanimation lourde. Pourquoi le principe de non-malfaisance? Parce que la réanimation, c'est... évidemment, on prend des patients graves, puisque chez nous, on a à peu près un patient sur 4 qui va mourir, donc on voit bien que ça fait beaucoup, et que la réanimation, c'est un environnement qui est extrêmement agressif. C'est des soins qui peuvent être douloureux, même si on sait relativement bien gérer la douleur, avec beaucoup d'anxiété, de l'agitation, de la confusion. On est parfois obligé de contentionner les patients pour qu'ils ne s'arrachent pas des tuyaux. Donc tout ça, ça peut valoir le coup quand on se dit qu'il faut passer un cap. Alors que, évidemment, si on se dit que c'est faire de la réanimation pour faire de la réanimation, là, pour le coup, ça n'a pas de sens. Et donc, c'est pour ça qu'on a pris chez ce patient la décision, en tout cas, de ne pas l'intuber et de ne pas le réanimer si ça s'aggravait, puisque aujourd'hui, on sort de l'idée que plus on va mettre des techniques lourdes et invasives, et mieux ça va être pour le patient. Ici, vous aviez la grande période Covid, où le patient mis sur le ventre, avec le respirateur, la machine de dialyse, les drogues, etc. Patient qui a fini par mourir. Donc, voilà, il faut qu'on ait une proportionnalité dans nos soins, et à un moment, il faut qu'on se pose les questions de savoir jusqu'où on doit aller. À titre d'exemple, pendant la période Covid, vous savez qu'il y a à peu près, en tout cas au CHU de Montpellier, 2/3 des patients qui sont décédés dans les services de soins et pas en réanimation. Et ils ne sont pas allés en réanimation, non pas parce qu'à Montpellier on a eu cette chance, on avait de la tension sur l'île de réanimation, mais on n'était pas en saturation. C'est simplement parce qu'on a estimé que ces patients n'auraient pas fait les frais de la réanimation. Ils étaient trop fragiles. Des sujets très âgés, on partait sur pareil sur le Covid, c'est une pathologie très grave, on partait sur des semaines de réanimation. Et finalement, on savait que si on prenait ces patients en réanimation, finalement, ils seraient morts en réanimation, peut-être au bout de quelques semaines, et que ça n'avait pas d'intérêt, en fait, de les prendre en réanimation, et qu'on aurait été plutôt malfaisants. Donc, d'où le fait qu'on ne les a pas pris. Donc, pour revenir à notre deuxième question, qui était, faut-il informer le patient de son diagnostic oncologique et de son pronostic? Alors, quand on a un questionnement éthique, à chaque fois, on a la même stratégie, c'est-à-dire qu'on va essayer de regarder quels sont les arguments qui seraient favorables à lui dire pourquoi on va le faire, et les arguments pour lesquels on pense qu'il ne faut pas le faire. Donc, les arguments en faveur de l'information, bien sûr, c'est le principe d'autonomie. Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé, c'est le code de santé publique. Le patient a le droit de connaître son diagnostic et son pronostic pour pouvoir parler à sa famille, régler des affaires. On peut se dire que lui dire qu'il va probablement mourir, ça peut lui permettre de dire certaines choses avant la fin qu'il n'a peut-être pas dit. Et donc il faut qu'il sache que, évidemment, son pronostic vital est engagé. Et puis après, il y a la question de savoir si le patient peut au moins donner un avis, en tout cas dire ce qu'il pense par rapport à une réanimation agressive. Et puis dans ce cas-là, on avait un patient qui était un peu dans un déni protecteur, c'est-à-dire que
il refusait un peu cette idée de tétraplégie et donc le pronostic vital qui était sous-jacent. Et puis, dans les arguments contre l'information, c'était pour nous le principe de non-malveillance. Finalement, le patient, il est déjà sidéré par l'annonce de sa tétraplégie. Est-ce que l'annonce d'une pathologie mortelle à court ou moyen terme, est-ce que ça va pas apporter une souffrance et une sidération supplémentaire par rapport à déjà le fait d'être tétraplégique? L'autre fait, c'était aussi que sa seule vie à venir envisageable, c'est le monde de la réanimation, hein, donc, puisque si on n'arrête pas. Et donc, il n'y avait pas d'avenir post-réanimation. Et puis, on avait une famille qui ne souhaitait pas qu'on informe le patient. Alors, c'est sûr que si on reprend... voilà, je vous l'ai dit, la loi, hein, bien, là, ça c'est le code de déontologie. Hein. Le médecin doit à la personne qui l'examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée. Il y a quand même, mais là c'était pas le cas, si une personne demande à être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic, sa volonté doit être respectée, mais lui il ne demandait rien en fait. Hein. Il y a quand même le fait qu'un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonscription, mais les proches doivent en être prévenus, donc les proches étaient prévenus, mais lui on n'avait pas encore formulé ça, et toute personne prend les décisions concernant sa santé. Après, bien sûr, avoir reçu toutes les informations nécessaires. Ça, c'était le code de déontologie. Le code de santé publique dit à peu près la même chose. Hein. Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Et seule l'urgence ou la possibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Et ça doit être évidemment une information délivrée lors d'un entretien individuel. Et en fait, l'éthique, c'est ça qui la différencie du droit, c'est ni le droit ni la déontologie. Hein. Donc le droit, on l'a vu, hein, ce sont l'ensemble des règles écrites et jurisprudentielles. La déontologie, c'est l'ensemble des règles d'une profession. Et puis l'éthique, elle va essayer de s'articuler avec le droit et la déontologie, parce que la loi, on le sait, c'est une loi qui est faite pour tous. Or, en fait, chaque situation auquel on est confronté est unique. Et donc, il faut qu'on essaye d'essayer de jongler avec tous ces éléments. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on fait tous les jours. Alors, voilà ce que nous, on a fait. Alors, avant de vous dire ce qu'on a fait, c'est assez intéressant parce que ce cas, je l'ai présenté à un congrès national, dans la session éthique. Et pour vous dire, il y a à peu près la moitié de la salle qui a fait comme nous, l'autre moitié de la salle, enfin, la moitié de la salle qui aurait fait comme nous, et l'autre moitié de la salle qui n'aurait pas fait comme nous. Quand je vous dis, on ne sait pas quelle est la bonne réponse, c'est juste pour vous dire, voilà, c'est pas toujours simple. Donc, ce que nous, on a fait, eh bien, on a fait une procédure collégiale, c'est-à-dire qu'on s'est tous réunis, l'équipe, c'est-à-dire les médecins, le personnel paramédical, l'encadrement, les kinés. On a fait venir, évidemment, un médecin extérieur, notamment l'équipe de soins palliatifs, et finalement, la décision qu'on a prise, et qui était consensuelle, c'était un compromis, qui dit que finalement, on allait informer le patient de la gravité de son état, et du fait notamment qu'il avait un risque de dégradation clinique, qu'il avait un risque de mourir, et que s'il se dégradait sur le plan respiratoire, vu la lourdeur de son état, on n'irait pas sur de la réanimation lourde. Donc, on lui a annoncé que, évidemment, s'il se mettait en détresse respiratoire majeure, on l'endormirait, il partirait sans souffrir, mais donc il y avait un risque non négligeable qu'il meure. Et ça, pour répondre à la question du pronostic vital, ça nous semblait important qu'on puisse lui annoncer ça. Par contre, on a pris le parti de ne pas rajouter la question de la tumeur cérébrale qui venait en plus lui donner un coup de massue peut-être supplémentaire en lui laissant quand même une petite porte de sortie sur sa détresse respiratoire. Et par contre, on a donc décidé une limitation thérapeutique en disant qu'on ne l'intuberait pas et qu'on lui ferait une sédation s'il venait à se dégrader. Et c'est ce qui s'est passé au bout de quelques jours. Son état respiratoire s'est dégradé.
il avait une mauvaise tolérance à la ventilation non invasive, donc avec un masque, et on a initié une sédation, et il est parti entouré de sa famille, et la famille nous a beaucoup remerciés, et donc les choses se sont terminées comme ça. Et voilà un peu comment on a essayé d'adapter, si vous voulez, d'un point de vue ce qui nous semblait éthique, finalement, la loi qui, elle, nous imposait de lui donner ce diagnostic de tumeur cérébrale supplémentaire. Alors, dans les discussions, c'était assez intéressant dans ce cas clinique, il y a quelque chose qui m'a interpellé, effectivement, dans l'idée d'un élément qui aurait peut-être été, qu'on n'a pas du tout évoqué dans nos discussions, de lui dire qu'il avait une tumeur cérébrale, c'est que la tumeur cérébrale avait été l'explication pour laquelle il était tombé. Et que, en fait, c'était pas parce qu'il avait perdu l'équilibre, etc., c'est qu'il avait une vraie pathologie qui l'a fait tomber, et que c'était ça la raison de sa tétraplégie. Et que peut-être ça lui aurait enlevé une certaine culpabilité d'être tombé pendant le match de son petit-fils. C'est vrai que ça, on ne l'avait pas évoqué nous dans notre discussion, et voilà. C'était dans les temps, hein. Jeanne, tu vois. Alors là, vraiment, M'avait dit, vas-y, putain, on est en retard. tu es le champion. Et voilà les questions. J'invite maintenant tout de suite nos 3 intervenants du matin à venir s'installer ici, chacun en essayant de trouver son nom. Voilà, Jacques Rico est ici. Là, c'est ici. Toi, tu es là. Voilà. Hop. Et nous allons entrer dans un temps, vous avez vu ce matin, donc nous n'avons pas donné de temps aux questions-réponses. C'est le moment pour nous d'interroger nos intervenants sur tout ce qui resterait, des questions résiduelles, des choses qu'on voudrait percevoir de manière plus spécifique. Et donc nous avons, alors quelle heure est-il ? Pardon, de combien de temps dispose ? Pardon, c'est là. 40 minutes. Parfait. Voilà. Et puis moi, pour commencer, je vais lancer une première question qui m'est venue. Cette loi morale dont il est question, d'où vient-elle ? Alors je vais le dire, je l'ai noté là. Oui, la loi morale. Où la trouve-t-on ? En soi, dans l'isolement ? Existe-t-elle par elle-même ? Mais alors du coup, qui la connaît ? Voilà, j'ai eu toutes ces questions qui me sont venues, et j'en ai encore une. Existe-t-il des actes intrinsèquement mauvais de ce fait ? Voilà. C'est la première question, je vous laisse réfléchir. Voilà ce que c'est que la lâcheté, parce que... Il faudrait être Dieu le Père pour répondre à la question. Et alors, le philosophe que j'essaie d'être, je prends un risque devant les autorités ecclésiastiques, pas très à l'aise avec l'encyclique de Jean-Paul II, Veritatis Splendor, parce que la splendeur de la vérité, oui, bien sûr, mais qui m'assure, en effet, que je suis bien dans cette direction-là ? Et pour avoir été formé en grande partie dans mon cursus philosophique par Paul Ricoeur, avec lequel j'ai eu le bonheur de l'entretenir personnellement des questions, en particulier de fin de vie, où il était très clair. Je dirais qu'on est toujours dans la recherche de la vérité, mais que sa possession peut nous faire parfois dériver, enfin, la croyance qu'on est dans la possession peut nous faire dériver dans ce que j'appellerais une forme de dogmatisme, voire de légalisme. C'est-à-dire, c'est bien ce que je fais, ce que je pense, parce que je suis en conformité avec la loi de l'Église, par exemple. Eh bien, comme on vient de l'entendre très très bien dans le témoignage qui a été donné tout de suite, on ne peut jamais faire abstraction au bout de la chaîne du jugement personnel. À charge pour nous de l'éduquer, de l'éclairer, bien entendu.
Donc, je l'ai glissé même à propos d'Antigone. C'est pas parce qu'on invoque la divinité que la divinité nous a parlé avec une certitude absolue. Je le dis en prenant le risque de l'hérésie, monseigneur, mais je crois que le doute est permis. C'est d'ailleurs ça la vraie définition d'une opinion. Je ne l'ai pas donné tout à l'heure, mais la vraie définition d'une opinion, c'est je pense que c'est vrai, mais je garde devers moi, par vers moi, que peut-être je ne suis pas si assuré que ça. C'est une opinion. Alors, Platon disait que l'opinion s'opposait à la science, la doxa s'oppose à l'épistémé, mais il ajoutait qu'il y avait des opinions droites. C'est-à-dire qu'il ne faut pas désespérer non plus de l'opinion. Il se peut que quand elle est bien informée. Donc, réponse non pas de Normand, mais réponse non pas sceptique non plus, mais réponse qui est assurée de dire la vérité. Parce qu'on ne renvoie pas toujours à plus grand que soi, et donc ayons la modestie de dire que nous ne sommes que des serviteurs de la vérité, que nous avons le devoir impératif de la rechercher, qu'il y a bel et bien, je crois, des principes intangibles. J'en ai donné 3 tout à l'heure. Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, et tu ne commettras pas d'inceste. C'est une façon pour moi de renvoyer à une éthique qui est supérieure à tout le reste. Et puis après, je fais ce que je peux. Oui, je rebondis et je réponds, mais ça, on en a discuté un instant, sur la citation de Rousseau, on a mis, Olivier et moi, en tête de l'éditorial, parce qu'on est tout à fait d'accord sur le fond. Bien sûr, on a cité Rousseau d'abord, parce que justement, c'est un peu le contre-exemple qui dit le sentiment, c'est ma vérité, donc c'est la vérité que je mets en œuvre. Et c'est pour ça que j'ai tenu à mettre en balance ce que disait Newman. Dans le contexte de la définition de l'infaillibilité pontificale, où les protestants lui disaient, ben là, vous adorez finalement ce que dit un homme, qui dit, non, justement, c'est parce que la conscience éclairée, réfléchie, y compris par l'autorité d'un homme, décide de prendre telle ou telle décision, mais je bois d'abord à la conscience et au pape ensuite. C'est-à-dire que ce primat de la conscience, c'est exactement ce que vous dites, ce primat éclairé, réfléchi, en retrait, y compris face à une hiérarchie des normes, hiérarchie des personnes, etc. Et je pense que c'est très important, c'est juste une réflexion. Oui, là aussi, je défends. Bien sûr, Rousseau disait tout à l'heure, on m'a toujours énervé. Bon. Je me suis même fait planter au collège parce que justement je disais que j'étais un... Bon, bref. Mais je cite souvent ce Rousseau en cours parce que quand je faisais cours, bon, on connaissait un peu mon parcours, quoi. Donc on dit, bon, Jonquet, bon, il est ceci, etc. Bon. Et donc, même dans l'université laïque, j'ai cette réputation, mais sans franchir l'étendard. Et donc, je dis, céleste, divine voix. Bon. Alors, je disais, même Rousseau, qui est ce qui est contraire à ça, est quelqu'un qui, quand même, reconnaissait la profondeur de la conscience. Et je dirais, dans l'invariant aussi de l'origine de la conscience morale, il y a le texte aussi de Chateaubriand, du génie du christianisme, qui dit « Le tigre déchire sa proie et dort, l'homme devient homicide, et alors il ne sait plus où il va, il fait comme Calais, un chevalier divide au milieu des tempêtes, etc. » Et c'est la caractéristique de l'homme. Et ce que vous avez dit tout à l'heure, le remords, ça fait aussi partie de la conscience. On peut de bonne foi faire un acte mauvais, et postérieurement, et en conscience dire, vous pensez que c'est bien, et postérieurement se dit, ah, si j'avais su, et il y a le remords qui s'installe. Et ça, c'est la caractéristique de l'homme. De la femme. Bon, alors, j'ai beaucoup de choses à dire, avec des questions, etc. Je voudrais revenir un petit peu sur l'idée qu'on peut se faire de Dieu, quand même. Je vous rejoins quelque part, du coup j'espère vous rejoindre, professeur,
En fait, je crois que la vérité, elle se dit non pas comme, j'allais dire, une réalité qui me tombe dessus. Donc Dieu me dit effectivement ce qu'est la vérité. Mais je pense qu'elle se vit aussi la vérité dans un dialogue entre Dieu et l'humanité. Et il me semble que c'est ce choix que Dieu a fait. C'est un Dieu qui rentre en dialogue. Le pape Saint Paul VI parle d'un dialogue de salut. Et je crois que c'est important aussi de se dire que la vérité, elle se vit à travers ce dialogue entre Dieu et l'humanité, entre Dieu et l'homme, voilà, et que l'homme est éclairé parce qu'il comprend de la vérité, et en même temps il rentre en dialogue avec ce Dieu qui lui parle. Comme Moïse sur le mont Horeb, où il dit, mais il me parlait comme un homme parle à un autre homme. Et je pense que c'est important de dire que la vérité, elle est vraiment en dialogue, quoi. Sinon, on est dans Antigone. Voilà, donc j'ai reçu la vérité, donc Dieu m'a parlé, donc je décide. Je pense que c'est, enfin, en tout cas, si si on présente la vérité au niveau de la révélation, je pense que c'est pas aussi clair que ça. Après, alors j'ai plusieurs choses. Comme profite que j'ai le micro, moi, je voulais revenir sur le cas clinique. Alors, en vous écoutant, je me disais, mais est-ce que depuis le début, donc quand vous avez commencé en équipe, c'est important, à donc faire vos actes dans un processus d'accompagnement, est-ce que déjà vous n'êtes pas entré, j'allais dire, dans des soins pré-palliatifs? Pourquoi je pose la question? Parce qu'il y a des éléments, à mon avis, qui en font partie. Par exemple, il n'y a pas eu d'acharnement thérapeutique. Il y a quand même eu une façon de le dire, c'est-à-dire qui humanise le rapport avec l'entourage et avec et les patients. Voilà. Et je me disais, est-ce que déjà, on n'était pas rentré un petit peu dans une préparation, je ne sais pas comment il faut dire, mais de soins pré-palliatifs, dans la manière d'accompagner cette situation, d'accompagner cette personne. Voilà, une question. Une autre question que je me suis posée, on en parlait avec un autre prof de philo, qui est le rapport entre secret professionnel et objection de conscience. Le secret professionnel, c'est quelque chose qui est lié donc à c'est le respect de la loi, etc. Et je vois par exemple, en ce qui nous concerne l'évêque, donc il y a certains courants qui disent, mais sur certains cas difficiles, vous avez le devoir de faire des signalements. Bon. Et moi je me dis, c'est très délicat, c'est vrai que je pense en particulier à des cas d'abus. Moi je dis qu'au niveau de ma conscience, ce que je dois faire, c'est inciter celui qui vient se confesser à aller voir le procureur de la République. Voilà. Donc je dois peser de tout mon poids pour qu'il fasse cette démarche-là, de manière à ce que le secret professionnel soit gardé. Et aujourd'hui, on se rend compte quand même qu'il y a une tendance à dire mais non, il faut absolument que vous... C'est pour ça que je me pose un peu la question, ça m'éclairera aussi le rapport entre les deux, quoi. Voilà. Très bien, alors on va hiérarchiser. Peut-être un droit de réponse au professeur Rico. As-tu quelque chose à dire de ce cas par rapport à la révélation? Je ne me suis pas du tout senti non. attaqué. Ah non, mais quand je dis un droit de réponse, ah non. C'était avec... Au contraire, parce que je crois avoir dit tout à l'heure que justement, il n'y avait pas de conscience morale sans dialogos, c'est-à-dire sans recours à la raison, et si possible avec d'autres. Et l'autre absolu, évidemment, du point de vue chrétien, en tant que philosophe, je me situais de façon agnostique, je reconnais, c'est évidemment Dieu. Mais c'est aussi les autres hommes, les autres moines dont je parlais tout à l'heure, et même l'écriture de soi, donc oui, je m'y retrouve. Mais ce logos qui s'est incarné de la façon que vous dites, ça convient tout à fait à une conscience chrétienne, bien sûr, mais je me situais, moi, en philosophe presque païen, enfin agnostique en tout cas, dans ma manière de présenter les choses tout à l'heure. Sinon, ici je suis dans un cas particulier, mais le cadre habituel d'un philosophe, c'est précisément l'usage d'une raison partageable en droit par tous. C'était le sens de ma question d'ailleurs, c'était pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Ensuite, c'était peut-être Pierre-François Périgot qui peut dire quelque chose. Et alors, concernant les soins pré-palliatifs, je vais citer Olivier Jonquet, qui nous explique toujours, et je suis complètement d'accord avec lui, c'est que il
faut qu'on arrête de dire il y a les soins curatifs et après la barrière et c'est les soins palliatifs. En fait, c'est plutôt quelque chose qui se chevauche. En fait, et c'est-à-dire que les soins palliatifs peuvent commencer, et les soins palliatifs, c'est quand même prendre soin, et ça peut complètement se combiner à se prendre soin. Et d'ailleurs, nous, quand on fait des... Nous, on a deux façons hein, de ne pas faire d'obstination déraisonnable, et de ne pas faire l'acharnement thérapeutique, c'est la limitation des traitements et l'arrêt des traitements. Limiter un traitement n'implique pas forcément que le patient va mourir. On va dire... par exemple, ce patient, s'il ne fait pas de détresse respiratoire et qu'on n'a pas besoin de on ne l'intubera pas s'il fait une détresse respiratoire, mais s'il n'en fait pas, il continuera de vivre. Pour autant, on va prendre en compte sa souffrance, sa douleur, et ça va être notre priorité. Donc je crois que ce qui est important aujourd'hui, enfin pour nous, les équipes soignantes, c'est vraiment de lier bien maintenant ce qui va être les soins soignés, plutôt que guérir. Et je pense que les soins palliatifs, c'est ça. Et je suis très intéressé par votre exemple du secret de la confession, comme nous on a le secret médical. En l'occurrence, c'est un cours que je fais aux étudiants en médecine sur le secret médical. On prend toujours cet exemple, qui est un exemple vécu du patient qui a une maladie, une pneumonie un peu exceptionnelle, en fait, parce qu'il est porteur du virus du sida. Et donc ce patient, il va être traité, mais il ne veut pas dire à sa femme qu'il a le sida. Donc nous, on sait qu'il a le sida, lui, il sait qu'il a le sida, il ne veut pas le dire à sa femme. Et donc nous, on est dans cette complexité de dire, en même temps, ça serait bien qu'elle le sache, parce que possiblement elle est contaminée, possiblement il y a un traitement en plus, donc il faut... Et donc en fait, notre rôle, puisqu'on n'a pas le droit, de le dire à son épouse, ça va être effectivement d'essayer de convaincre le patient, déjà de comprendre pourquoi il ne veut pas le dire à sa femme, et deuxièmement d'essayer de le convaincre que il faut qu'il le dise. Alors bon, on a aussi quelques arguments supplémentaires à dire que si jamais elle tombe malade et qu'elle sait qu'il l'avait, là, pour le coup, juridiquement, il est attaquable hein, pour empoisonnement, etc. Donc, nous, on ne sera pas attaquable, puisqu'on a le secret professionnel qui est opposable, mais lui pourra être attaquable en tant que voilà. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème. Juste pour terminer cette petite histoire, en fait, c'est sa femme qui lui avait passé. C'est juste, voilà. C'est juste pour vous dire qu'il faut bien se garder de jugement. Je vais le garder pour la fin parce qu'en général ça compte toujours bien. Et voilà, il faut se garder des jugements parce que je pense que lui, peut-être qu'il ne l'avait pas voulu le dire parce qu'il ne comprenait pas pourquoi il l'avait. Parce que lui, il n'avait peut-être pas allé ailleurs, etc. Donc c'est pour ça d'aller chercher le pourquoi il ne veut pas le dire. C'était intéressant, peut-être qu'il aurait dit, mais parce que je ne comprends pas comment j'ai pu l'attraper. Et là, peut-être que on peut travailler là-dessus. Non, je n'ai pas de réponse. Aucune question ne m'a été posée directement, simplement une petite remarque. Bon, on a posé la question de la vérité. Bon, dans l'Évangile, pardon, Monseigneur, il y a quand même un moment où quelqu'un dit qu'est-ce que la vérité? Et puis la réponse, on la connaît très bien. Cette réponse peut d'ailleurs suffire. Bon. Mais elle peut ne pas suffire aussi. Qu'est-ce que la vérité? Je crois que c'est presque la devise de notre époque. Qu'est-ce que la vérité? Tout le monde demande qu'est-ce que la vérité? Où est la vérité? Et la réponse, c'est la vérité, c'est ce que je crois être vrai. Donc on répond, je parle sous le contrôle du philosophe, par le subjectivisme ou la subjectivité. La vérité, c'est ce que je crois, moi, être vrai. Et quelle est la règle? La règle, c'est ce que je désire être la règle. C'est la loi du désir, des désirs individuels. Et quand on disait tout à l'heure, je commençais par cet aspect à propos des dictionnaires qui autrefois mettaient la conscience morale en 1 et la conscience psychologique en 2, puis maintenant on a inversé, la psychologie est passée avant la morale. Je crois que là, aujourd'hui on fait des cellules psychologiques dès qu'on a un problème dans une classe, etc. Là où autrefois on allait voir le directeur de conscience. Bon. On est bien passé dans une époque où
la psychologie individuelle est devenue une espèce de norme. Alors, la loi du désir, vous savez, au musée de Cluny, il y a une tapisserie, c'est la dame à la licorne, et à la fin, on voit la belle dame, toute élégante, et toute, une dame très moderne. Et sa devise, c'est « à mon seul désir ». Alors, aujourd'hui, les devises de l'époque, c'est « qu'est-ce que la vérité ?» C'est ce que je dis être la vérité. Et puis « à mon seul désir », c'est ce que moi je veux être bon qui est bon. Voilà. Et le problème, c'est de retrouver une forme de consensus, une forme d'accord général, mais c'est à ça qu'on essaie de travailler. Enfin, nous, dans nos cours, les prêtres dans leur ministère, les philosophes dans leurs livres, on essaie de donner quand même l'idée qu'au-delà des désirs individuels, il y a un intérêt, un bien commun. Mais bon, ça suppose parfois le sacrifice de désirs individuels. Alors, on fait tous une forme d'apostolat. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait dans mes cours. Mais il faut le faire avec beaucoup de modestie, parce que on ne peut pas tout dire dans un cours, surtout un cours professé dans un établissement public de l'État. Donc, il faut être très attentif, mais on peut quand même faire passer les choses. Et c'est plus facile pour les philosophes que pour les juristes. Tout à l'heure, j'ai dit peut-être, j'ai été un peu excessif à l'égard de mes collègues juristes en disant que 99% étaient positivistes. Bon, c'est une statistique que je n'ai pas faite et elle est certainement excessive. C'est vrai qu'il y a dans les facultés de droit des professeurs, je connais des dames professeurs, qui sont, vous en avez cité deux, que je connais bien, qui sont à Paris et qui ne sont pas du tout positivistes. Mais elles sont, ces dames, Madame Fabre-Manet en particulier, très minoritaires dans les facultés de droit. C'est le positivisme qui règne. Et si vous allez dans la magistrature, quel magistrat aujourd'hui dira qu'il n'est pas positiviste? J'ai un excellent ami que je vois à la messe tous les dimanches à la cathédrale, et qui un jour, dans une séance de notre institution commune, m'a un peu rabroué parce que je parlais justement de... Je parlais du statut des Juifs de Vichy. Je disais que mes collègues, professeurs de droit de l'époque, s'étaient illustrés, négativement bien sûr, en commentant le statut des Juifs comme si c'était une loi ordinaire, sans émettre la moindre réserve sur le bien fondé moral, sur l'ignominie de ce statut. Et alors, il m'a répondu, tu vois qui c'est, moi, quand j'étais ceci, enfin, très au poste de la magistrature, moi, c'était la loi, rien que la loi, tout par la loi. Il dit, mais alors, bon, c'est pas possible. Et tous les magistrats sont comme ça. Même ceux qui font une profession religieuse, enfin, qui ont une... Enfin, je ne peux pas entrer dans leur fort intérieur. Mais en tout cas, dans ce qui est dit publiquement, aucun magistrat aujourd'hui ne peut dire qu'il y a un ordre, un droit naturel supérieur au droit positif, ou même un ordre supra-méta-juridique qui doit guider le juge. Personne ne peut le dire parce que ce n'est pas permis. Ce n'est pas possible, il y a une obligation. Donc, bon, j'ai été trop long. Alors moi, je voudrais poser la question à vous, le cadre clinique, en demandant si, dans votre discernement, les valeurs morales ont pesé pour arriver à cette décision. Parce qu'en présentant, vous avez dit que parfois, il peut y avoir des difficultés parce qu'on est différent dans le groupe. Bien qu'il y ait cet aspect scientifique, est-ce que vous avez eu des valeurs morales? Une personne qui n'est pas chrétienne, qui peut avoir un point de vue différent. Est-ce que cette dimension morale et religieuse a éventuellement joué un rôle dans la décision que vous avez prise? Et sinon, est-ce qu'il y a des cas où ça peut influencer la décision? Aussi, alors là, c'est pour ma propre culture, je ne sais pas quelle est la différence exacte entre ce que vous avez appelé la malfaisance, l'acharnement thérapeutique. Je ne sais pas si c'est le même mot pour dire la même chose. Qu'est-ce que c'est les valeurs morales? Je peux y répondre. Attends, ça fait partie de la question. Redis-les. Qu'est-ce que c'est les valeurs morales? Qu'est-ce que c'est que les valeurs morales? Ça fait partie de la question qui vient d'être posée. Par rapport au monsieur. Est-ce qu'il entendait par valeur morale? Non, j'entends par valeur morale une
personne qui est chrétienne peut avoir une perception de la morale qui est différente d'une personne qui est, par exemple, musulmane ou juive. Tout à l'heure, le philosophe parlait des martyrs, par exemple. Un martyr, moralement, il pense qu'il fait bien. Pourtant, moi, chrétien, je ne peux pas penser faire bien si j'entends le martyr du point de vue musulman. Donc, du coup, la valeur morale peut différencier selon une appartenance religieuse, je pense. C'est ce que je vais dire. Si vous amenez quelques éléments. Le premier, donc, non-malfaisance. L'acharnement thérapeutique fait partie de la non-malfaisance, mais pas seulement. De la malfaisance, pardon. Dans le principe de la non-malfaisance, il y a le non-acharnement thérapeutique, ou abstination de raisonnable. Ça fait partie du fait qu'on ne doit pas le faire. D'ailleurs, plus c'est dans la loi, pour le coup, Leonetti, et donc il est interdit aujourd'hui par la loi de faire de l'acharnement thérapeutique. Mais il y a d'autres causes de malfaisance que l'acharnement thérapeutique. Ne pas prendre en charge la douleur, on n'est pas... Ça, c'est pas bon. Alors après, c'est intéressant votre question sur finalement les influences que peuvent avoir, que ce soit les religions, des coutumes. Oui, alors nous, on est obligé d'en tenir compte. On est obligé d'en tenir compte dans un certain point. Je vais vous donner deux exemples. Quand on décide, nous, notamment de faire des arrêts de traitement chez des patients, par exemple, cérébrolésés extrêmement graves, pour lesquels le patient est végétatif, on a des religions qui nous disent vous n'avez pas le droit d'arrêter parce que c'est Dieu qui décide. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'on essaye de leur expliquer, c'est que, en fait, nous, on empêche Dieu de décider. Parce que si nous, on n'était pas là, le patient, il serait mort. Et nous, on empêche le patient de mourir. Donc, à un moment, quand on est dans ce qu'on estime être de l'obstination déraisonnable, une des réponses qu'on peut apporter, effectivement, à cette assertion, c'est oui, mais nous, on empêche Dieu de faire son boulot. Et parfois, on cède d'ailleurs des aumôniers. Nous, on a les aumôniers musulmans, catholiques et protestants au CHU. Et ça nous aide parce que ce message-là, ils savent le porter aussi auprès de ces familles. Une autre histoire où j'ai été appelé, justement parce que dans une autre réanimation, il y avait eu un référent en justice. L'équipe avait décidé une limitation des traitements chez une patiente. Et ils s'étaient réunis, ils avaient décidé de cette limitation, et le fils avait fait un référé, et en fait la juge a dit oui, j'accepte, je ne peux pas valider votre limitation de traitement, puisque dans la procédure collégiale, vous n'avez pas fait venir un médecin extérieur. Ça fait partie de... Donc j'ai été appelé en tant que médecin extérieur pour... voilà. Et en fait, la décision, c'était une dame de 80 ans qui était intubée depuis des semaines, qui était dialysée, qui avait un énorme escarre sacré, et donc qui était dans un état de souffrance très important. Et donc ils avaient décidé d'essayer de lui enlever le tuyau, mais si jamais elle passait pas le cap, de ne pas lui remettre, et de l'endormir, et de la laisser et de l'accompagner sur les pas. Donc, décision qui me semblait tout à fait raisonnable. Et donc, j'ai dit, bah oui, moi je suis d'accord avec votre prise de position. Puis je leur pose la question, et je leur dis, mais quand vous dites au fils que là, ce qu'on est en train de faire, c'est quand même apporter une énorme souffrance à sa maman pour finalement un objectif. Et qu'est-ce qui vous répond, le fils, qui était très croyant? Je ne dirais pas non plus la religion. On est sur Terre pour souffrir. Voilà. Donc, ça, c'est des choses où, évidemment, ça vous prend un peu... alors, c'était pas la religion. Mais, mais voilà, ça vous prend un peu au dépourvu, parce que vous n'attendez pas à ce genre de religion. Vous êtes plutôt dans la bienveillance, dans l'idée de dire il faut soulager, etc. Et puis vous avez... Mais non, on est là sur Terre pour souffrir. Donc voilà. Donc là, il faut faire avec. Une question ici. Oui, moi je m'adresse plutôt à M. Carbas et à M. Rico.
en conjuguant vos deux interventions, il me semble que vous dessinez une espèce de hiérarchie des valeurs, une hiérarchie des normes en 3 séquences, en 3 niveaux. Vous avez évoqué assez largement le niveau de la conscience et du coup de la singularité qu'elle implique. Vous avez évoqué le niveau de la loi et du coup de ce que permet l'élaboration commune particularisant les normes, et enfin un niveau de loi supérieure, de loi suprême, d'invariant anthropologique. Enfin voilà, il me semble qu'il y ait une espèce de gradation, universalité, loi et conscience. Et j'ai cru comprendre que vous étiez d'accord tous les deux pour faire de la conscience un lieu prééminent sur la loi, mais que vous avez relativisé la conscience et la loi au niveau de normes de ces invariants anthropologiques ou de cette universelle d'une loi suprême. Et je me demande, qu'est-ce qui vous autorise à classer les choses dans cet ordre-là, alors que la théorie relativement classique est de dire la prééminence absolue de la conscience, y compris sur les invariants anthropologiques universels. Voilà. Qu'est-ce qui vous autorise, à moins que je n'ai mal compris, ce qui est très possible. Mais voilà, j'ai cru comprendre ça dans ce que vous disiez, et je me demande qu'est-ce qui vous autorise à dire ça. Mon voisin, très courageusement, une fois de plus. Oui, j'ai compris. En réalité, c'est parce qu'il veut prendre la parole après moi, et donc avoir le dernier mot. Bien joué. Alors, qu'est-ce qui m'autorise? Tout simplement que, justement, c'est la modestie, l'humilité. C'est-à-dire, c'est la conscience qui est ultimement le juge suprême, non pas infaillible, mais le juge suprême. Et là, c'est très thomiste, ce que je suis en train de dire, puisqu'on y a fait référence tout à l'heure. Même une conscience erronée, à la condition évidemment qu'on ait travaillé à l'éclairer, parce que le devoir premier, c'est d'éclairer la conscience, et c'est justement ce qui manque cruellement aujourd'hui. On oublie que la première chose que demande une conscience morale, c'est d'être éclairé, et ça, non, c'est le subjectivisme qui règne, ce que le juriste appelle la montée en puissance aujourd'hui des droits subjectifs, et qui fait que, finalement, on ira dans le mur, on finira par aller dans le mur, c'est clair, parce qu'une société qui ne sait que défendre la coexistence de liberté, soi-disant, simplement, prétendument, soi-disant, en n'empiétant pas sur celle d'autrui, n'est pas une société qui va survivre très très longtemps. La dynamique intrinsèque, c'est la vision que j'ai des choses à venir, cette société-là est vouée à rentrer dans le mur et un jour à se dire mais qu'est-ce qu'on a fait? Un petit peu comme ce qui s'est passé dans les années 60-70, où on pensait que le développement était infini, et aujourd'hui la jeune génération dit mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes en train d'abîmer la planète de façon irréversible, avec des conséquences extraordinaire. On ne veut plus faire naître d'enfants, etc. Quelque chose de cet ordre-là finira par advenir si la seule et unique règle soit celle de la liberté indéfinie, celle des désirs subjectifs finalement, qui se convertit en droit subjectif aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui me fait dire que la conscience est tout de même la seule sens? J'en ai pas d'autre. Si vous me dites que c'est la loi suprême, ben oui, mais comme tout le monde ne l'entend pas de la même façon, ne l'articule pas de la même façon, il y a ici une impasse. Il y a une impasse. Donc, en effet, je n'ai pas de réponse autre que évitons ce que j'appelle le logalisme, c'est-à-dire de nous dire confortablement, douillettement, j'applique la loi. J'ai un exemple tout bête, tout simple. Dans les années 70, il y avait justement l'idée que, puisque la médecine ne pouvait rien, eh bien ça ne servait à rien de rentrer dans les chambres des patients. Beaucoup peuvent témoigner de ce qui se passait à ce moment-là. Et j'ai entendu de mes oreilles entendues de grands médecins dire
oui, je ne peux plus rien faire puisque je ne peux pas guérir. En gros, c'était ça. Mais ils ajoutaient, certains d'entre eux, je respecte la loi parce que moi, je veux pas, je ne veux pas tuer mes patients. La loi morale, ou la loi religieuse peut-être pour certains. Je ne veux pas tuer mes patients. Et à côté de ça, vous aviez des médecins qui donnaient à leurs infirmières, ou qui pratiquaient eux-mêmes, l'administration de cocktails lithiques, qui faisaient mourir. Ça, c'est la fin des années 70 et le début des années 80. C'est un jésuite, le père Patrick Gaspirène, qui a mis un coup d'arrêt à tout ça par un article retentissant au début des années 80. Il n'empêche que, de mon point de vue, alors je prends mes responsabilités et mes risques, de mon point de vue, celui qui faisait mourir ses patients était moins lâche que celui qui désertait leur chambre, en disant « j'ai ma conscience avec moi puisque je respecte la loi ». Donc, c'est là que je dis, faisons très très attention dans justement même la définition des actes intrinsèquement mauvais. C'est pas mon vocabulaire, c'est peut-être celui d'une tendance théologique qui existe incontestablement, mais je n'arrive pas à rentrer exactement là-dedans parce que je vois trop les dérives et alors ce qu'on peut appeler du coup la bonne conscience. Je suis en bonne conscience parce que j'ai respecté la loi. Je demande à voir dans quelles conditions, comment, pourquoi, etc. Et donc c'est là qu'une fois de plus, à côté des normes imprescriptibles, que je crois prescriptives, justement au contraire qu'on ne peut pas déroger, c'est défini tout à l'heure, je crois qu'il y a en effet la loi du juriste, mais à la fin de la fin, il y a bel et bien la loi de ma conscience, si je peux l'appeler ainsi, et c'est là, et là seulement, dans ce sanctuaire, que évidemment, peut se sauver une civilisation. J'ose des mots un peu grandioses, un peu grandiloquents, mais je vais jusqu'à dire ça sous cette forme-là. Voilà, je ne sais pas si ce que je dis est parfaitement clair et surtout audible, mais voilà ce qui me vient spontanément après votre propos. Mais je sais que mon collègue va rectifier tout ça. Je n'ai surtout rien à rectifier. Non, notre interlocuteur nous demandait, au fond, quelle était notre autorité pour dire ce qu'on disait. Alors, la première réponse, c'est que c'est l'autorité du micro qu'on m'a donnée. Et la deuxième, c'est que je ne crois pas, pour ma part en tout cas, ni d'ailleurs de la part de mon collègue, nous n'avons pas parlé comme des autorités, il me semble. On a essayé de faire le point, en tout cas moi j'ai essayé de faire le point sur un certain état du droit. Alors j'ai laissé transparaître l'opinion sans doute, mais ce n'est comme l'opinion. Bon, je ne prétends pas l'imposer. Je ne veux pas tomber dans ce subjectivisme que je dénonce. Je n'ai pas parlé d'un point dans ma conférence, mais si j'ai 2 minutes, je vais me rattraper. Parce que sur le mot conscience, justement, il y a au Moyen-Âge, chez les juristes du Moyen-Âge, un grand débat sur le pouvoir du juge. Et la question de savoir si le juge doit juger selon sa conscience ou selon des preuves objectives. Et saint Thomas, d'ailleurs, a participé à ce débat. Et il y a un adage qui a été formé, il était un adage qu'on apprenait aux étudiants dans la faculté de droit, c'était « Judex non secundum conscientiam, sed secundum probata et allegata judicare debet ». C'est-à-dire, le juge doit juger non pas en fonction de sa conscience, mais en fonction de ce qui est allégué et prouvé au procès. Donc ça veut dire que le juge, évidemment il ne faut pas prendre conscience ici au sens moral du mot, il faut le prendre au sens de ce que le juge sait comme personne privée, son intime conviction, comme on dit aujourd'hui. Et le principe du droit processuel du Moyen-Âge, c'est le principe des preuves objectives. Il faut que la preuve soit faite selon certaines catégories, selon certaines normes, certaines procédures très précises, c'est très lourd, c'est ce qu'on appelle les preuves légales, mais si ces preuves ne sont pas réunies, le tribunal ne peut pas condamner, par exemple en matière pénale, il ne peut pas prononcer en faveur d'une partie ou d'une autre, s'il n'a pas des preuves certaines parce que objectives. Et la conscience intime du juge ne suffit pas pour lui permettre de trancher. Alors là, on a une autre exception qui est péjorative au sens de la conscience, parce que le juge, s'il se laisse aller à ce qu'il croit être vrai, se trompe. Et il est un mauvais juge. Donc, ce qui montre à quel point on se méfiait du subjectivisme. Alors aujourd'hui, on a inversé les choses avec la Révolution, on a dit non, ce qui compte, c'est l'intime conviction. Et on a des cas où les cours d'assises prononcent des acquittements
ou des condamnations par simple intime conviction, alors même que l'évidence est celle, en général, de la culpabilité, mais on acquitte ou bien. Voilà. Donc, c'est une évolution qui me paraît très importante. On peut, alors, je ne dis pas que je regrette le temps des preuves légales, mais enfin, l'adage que je viens de citer, et je le connais bien puisque nous sommes quelques-uns à avoir réfléchi, ma collègue Mme Manet là-bas qui est très au courant de ça, on a organisé un colloque autrefois là-dessus, il y a 30 ans, sur la conscience du juge dans la culture juridique européenne. Et on voit à quel point nos anciens juristes se méfiaient des juges. Ils voulaient les encadrer par des règles objectives et se méfiaient de ce qu'ils appelaient leur conscience. La conscience n'était pas toujours éclairée, il fallait l'encadrer par des règles. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle la conscience, souvent c'est la loi, comme tu disais, la loi du désir, la loi de... Voilà, moi je crois que c'est bien parce que j'ai envie que ce soit bien. Quoi. Donc voilà. Et il faut essayer de réagir contre ça. Enfin voilà. Donc je n'ai pas voulu, si c'est pour vous, si vous avez l'impression que je voulais donner des leçons, c'est pas du tout ça. J'ai voulu simplement faire un état de la question, un état très incomplet qui mériterait 500 pages. Mais bon, comme ça fait 33 minutes, vous pouvez pas faire. Vous avez raison. Moi, j'ai mon beau-père qui était au magistrat à la Cour de cassation disait toujours nous, en tant que juge, il vaut mieux libérer un coupable que d'emprisonner un innocent. Et ça, c'était leur adage. Donc, c'est sûr que c'était parfois des cas de conscience, même s'ils avaient des intimes convictions, mais voilà. Moi, je voulais juste revenir sur ce que vous disiez, M. Rico, c'est sur ce qui s'était passé dans les années 70, etc. Nous, on a connu ça aussi avant, hein. C'est-à-dire que, enfin, avant les années 70, mais moi, je fais ce métier de réanimateur depuis les années 90, et donc avant la loi Leonetti de 2005. Et on avait déjà des études qui montraient que la moitié des patients qui décédaient, des études des années 2000, avant la loi Leonetti, la moitié des patients qui décédaient en réanimation décédaient suite d'un arrêt ou d'une limitation de traitement. Et c'est vrai qu'on était très mal à l'aise, parce que c'est vrai qu'on endormait nos patients, parce que quand on arrête les traitements pour qu'ils ne souffrent pas, on était obligé de les endormir très profondément, et on n'était pas du tout à l'aise avec le fait d'endormir très profondément ces patients, du risque d'être taxé d'euthanasie. Et le fait que la loi Leonetti de 2005, et je le rappelle parce que vu le débat actuel, c'est toujours bien de le rappeler, qui a quand même été voté à l'unanimité, première loi votée à l'unanimité au cours de la Ve République, sur un sujet aussi sensible que la fin de vie, c'est pas rien. Ça a quand même été d'apporter cette notion de double effet, c'est-à-dire de l'intentionnalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous soulagez un patient, quand votre intention c'est de le soulager, vous n'êtes pas punissable, même si ça accélère le décès. Et ça a été pour nous une avancée énorme sur des pratiques et puis d'introduire la procédure collégiale qui fait qu'on ne faisait plus ça dans notre coin, etc. Mais ça a amené quand même quelque chose qui pour nous a été une avancée, mais vraiment incroyable sur la prise en charge de ces patients. Et juste pour terminer, c'est quand vous dites un des 3 principes importants, c'est tu ne mentiras point. C'est vrai que pour éclairer la conscience, ça devient compliqué aujourd'hui avec toutes ces... Puis on voit ce qui se passe aux États-Unis. Sous le prétexte de la liberté d'opinion, on a le droit de dire tout et n'importe quoi, y compris des choses fausses sur les réseaux sociaux, etc. Pour éclairer sa conscience quand on est inondé de mensonges, et on ne va pas vers une diminution de ça, on va plutôt vers une augmentation. Moi, ça me pose quand même un vrai problème éthique. Merci. Je ne veux pas abuser, mais je voudrais quand même dire que tout ce qu'on vient d'entendre à l'instant, ça a été dit par le législateur en 2005, en effet. Je m'honore d'avoir auditionné à l'époque et d'avoir participé à l'élaboration de cette loi, dont on va fêter les 20 ans le mois prochain, on va le faire officiellement au mois de mars. Mais ce que je voudrais dire, c'est que tout ça a été dit, et bien dit, dès les années 50, par une autorité planétaire qui n'était pas spécialement laxiste en matière de morale, le pape Pie XII. Je me fais un plaisir
de le rappeler, non pas devant le public chrétien, parce que ça ne sert à rien, mais devant le public laïque auquel je m'adresse le plus fréquemment. C'est extraordinaire. Ce qu'a écrit le pape Pie XII sur le double effet, sur le fait qu'il fallait donc soulager la souffrance au risque d'abréger les jours. Ça a été ce qu'il a écrit sur le refus de l'obstination déraisonnable quand il explique au réanimateur italien venu le voir, mais vous ne devez pas réanimer à tout prix, c'est quelque chose que le législateur français a mis 50 ans à mettre en œuvre. C'est quand même quelque chose qu'il faut rappeler, contre le code de déontologie d'ailleurs. Dans sa première formulation en 1947, article 23, alinéa B, pour ceux qui veulent vérifier, il est dit en toutes lettres que quand le médecin soulage la souffrance, il doit ne pas oublier que son devoir premier, c'est de prolonger la vie. C'est-à-dire que si vous soulagez la souffrance au risque d'abréger les jours, vous êtes en infraction. Pie XII dit exactement le contraire. Donc cet article de 1947 a disparu lors de la rédaction du Code de déontologie en 1955, n'empêche qu'il a perduré dans les mentalités, au point qu'il a fallu attendre en effet 2005 pour mettre les choses au clair. Merci pour vos interventions éclairantes, profondes et incarnées également. Deux questions, notamment aux juristes, également aux philosophes, quand même aussi aux médecins réanimateurs. Tout d'abord, la conscience, n'oublions pas que c'est le christianisme qui met en avant la conscience personnelle. Il y a chez Échille déjà quelques traces, notamment de conscience personnelle, mais c'est le christianisme qui véritablement l'incarne. En islam, il n'y a pas de conscience personnelle. C'est une société holiste, c'est la communauté qui prime. Donc la conscience personnelle est donc bien une idée, donc, j'ai envie de dire, occidentale et plus précisément donc chrétienne. Deuxièmement, au niveau de la partie juridique et du juridisme, on a eu un positivisme scientifique avec Auguste Comte au XIXe siècle, où il voulait substituer la théologie et la métaphysique. Est-ce que vous ne pensez pas que ce XXIe siècle, tant rêvé par Kelsen au XXe, mais pourtant, il y a eu un éveilleur, Michel Villet, en France, dans la philosophie du droit, pour lutter contre ce positivisme et ce formalisme juridique, très kantien d'ailleurs. Et vu que maintenant, c'est précisément, ce n'est plus la religion chrétienne qui, on va dire, nous donne notre direction sur les lois sociétales, mais que c'est l'État qui fait la morale. C'est l'État maintenant, de nos jours, qui fait la morale. Est-ce que précisément, donc, pouvons-nous retrouver justement ce droit naturel si cher à Michel Villet, alors que, en effet, comme vous dites si bien, le droit positif est de plus en plus mis en avant au regard de notre société individualiste où c'est le règne de l'émotion, le règne du caprice individuel qu'il règne, comme dirait Chantal Delsol, l'insurrection des particularités, c'est-à-dire donc en effet le fait que c'est moi, le je, qui doit dominer par rapport au nous. Et enfin sur l'incarnation, que vous décrivez si bien avec votre beau témoignage, docteur, doit-on tout dire? Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est une question très riche qui comporte plusieurs niveaux aussi, et qui appellerait de longues réponses. Michel Villet, oui, c'est gentil d'avoir rappelé son nom. C'était un grand maître que nous sommes quelques-uns à avoir beaucoup lu. Alors Michel Villet, c'était un grand thomiste. Et sa Bible, c'était la Somme. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'avait
je ne l'ai pas connu, hein, mais j'ai connu ces élèves qui ont fait le chaînon entre lui et moi, nous ont conseillé de lire la Somme et de la lire dans le texte. Parce qu'ils disent, quand c'est traduit par des théologiens, pour les juristes, c'est mal de... Non, les élèves dans les textes, c'est ce que j'essaie de faire. Mais alors Michel Villey, lui, c'était un thomiste très sérieux, parce qu'il connaissait parfaitement saint Thomas, et il trouvait que le passage du droit naturel classique, qui est celui de saint Thomas, un droit naturel objectif, au droit naturel moderne, avait été dû non pas à Grotius, comme on le dit toujours, mais à Occam. Occam, qui aurait substitué une vision subjective, alors c'est très compliqué, je n'ai pas le temps d'y étendre, mais donc ça daterait du début du XIVe siècle. Oui, c'est pas récent. La subjectivisation du droit naturel, qui est donc ce qu'on appelle après le droit naturel moderne. Et après, Grotius a fait franchi une autre étape en disant le droit naturel existe, et faisons une hypothèse, même si Dieu n'existait pas, ce qu'on ne peut pas soutenir sans un horrible blasphème, me disait-il, mais faisons comme s'il n'existait pas, eh bien, le droit naturel existerait quand même parce qu'il y a dans l'humanité des principes qui sont liés au fond à sa survie, et le principe du respect de la vie est un principe inhérent indispensable à la survie de l'humanité en tant que telle. Alors, tout ça peut être discuté, mais en tout cas, c'est une longue tradition. Alors aujourd'hui, on hésite à parler de droit naturel parce que justement, il y a ce positivisme qui est extrêmement dominant. Et je me suis rendu compte que, dans mes discussions avec des collègues, que quand on parle simplement de morale, ça leur clôt le bec parce qu'ils ont toujours la morale à la bouche. Alors si on dit le droit naturel, non, ça c'est totalement ringard, mais si on dit morale, même morale naturelle, alors là, ça peut les ébranler davantage. Parce qu'on peut dire qu'il y a une morale universelle et que, après tout, le respect de la vie, dire que, vous l'avez fort bien dit, que le droit de légitime défense était une exception au principe, ça il faut. Comme la peine de mort était considérée comme une exception au principe, une exception nécessaire lorsque, etc. Là, l'Église était d'accord avec ça. Donc, cette distinction entre les principes, les exceptions, tout ça, c'est évidemment, ça, on peut tomber après dans la casuistique, mais c'était quand même une belle... Et tout ça remonte à cette belle pensée médiévale. Donc saint Thomas a été le héros, mais peut-être que vous n'êtes pas thomiste, cher collègue. En tout cas, je suis un lecteur depuis longtemps de Michel Villey, et ce que je voudrais... Alors, chez les thomistes, il y a quand même beaucoup de demeures. Michel Villey, d'ailleurs, par exemple, était très sévère sur Jacques Maritain. Il a dit des choses assez cruelles, comme Gilson d'ailleurs. Méchantes même. Enfin, bref, tout ça pour dire que Michel Villey, je voudrais donner ce témoignage. Deux universitaires importants dans la génération à laquelle j'appartiens, à peu près, Alain Renaud et Luc Ferry, qui ne sont pas du tout des cathos. Ont considéré, ils ont écrit 3 volumes qu'on peut discuter de philosophie du droit, ils ont considéré que c'était au séminaire qu'ils suivaient de Michel Villey qu'ils ont trouvé leur propre ligne d'inspiration, même s'ils s'en sont éloignés, même s'ils ne sont pas tombés du tout, mais ils ont rendu un hommage vibrant à ce travail que vraiment, même si vous n'êtes pas juriste, parce que Villey est très lisible, très pédagogique, je vous conseille moi aussi de mon côté d'y regarder. Un mot simplement sur le christianisme, vous avez complètement raison, c'est le christianisme qui va populariser cette notion de l'individu contre une société holistique, clairement, mais je préfère votre expression de conscience occidentale parce que le christianisme s'est quand même appuyé aussi, alors, non seulement sur la Grèce, mais aussi sur les latins. Quand vous regardez ce que dit Cicéron de la conscience, ou Sénèque, des gens comme ça, vous avez quand même ici un examen individuel, et je fais allusion à Michel Foucault, qui s'intéressait justement à toute cette période-là, où le christianisme était imbriqué avec, à ses yeux, le stoïcisme. La conscience n'est pas une invention unique du christianisme, voilà. Mais vous l'avez dit aussi quand vous avez parlé d'une invention occidentale, dans laquelle le christianisme a joué un rôle décisif. Alors, il y a la question doit-on tout dire et aussi peut-on tout dire je pense que
que tout peut être dit, mais il faut prendre soin de la façon de les dire. Est-ce que tout doit être dit? Je ne suis pas convaincu. Ce que j'ai essayé de vous montrer dans ce cas clinique, je pense qu'il y a des choses que peut-être pour lesquelles ce n'est pas nécessaire au titre du principe de bienveillance. Mais encore faut-il que cette décision soit partagée. Encore une fois, c'est très intéressant, il y a des études qui ont montré dans les façons de faire des médecins, dans les procédures, vous avez des gens qui sont des jusque-boutistes et puis vous avez des gens qui au contraire sont donc jusque-boutistes et pratiquement vers de l'acharnement thérapeutique et d'autres à l'inverse, faut arrêter tout de suite, etc. Et c'est finalement l'équilibre dans les équipes de ces deux tendances qui permet d'avoir une décision un peu pondérée, on va dire. Donc voilà, je pense que c'est ça. Après, je reviens, c'est intéressant sur le je versus le nous, ce que vous évoquiez aussi. Hein. On est dans une société où on va de plus en plus vers le je et qui s'oppose au nous. Hein. C'est exactement le débat sociétal aujourd'hui sur le projet de fin de vie. Hein. C'est le principe de l'autonomie qui s'oppose au principe de fraternité. Et j'aime bien d'ailleurs quand Jean Leonetti, ils font souvent ça comme exemple, il dit c'est difficile nous parce qu'on a liberté, égalité, fraternité. Comment associer la liberté et la fraternité dans un projet comme celui qui s'annonce, c'est toujours délicat. Chers amis, je vous remercie chaleureusement. Je pense qu'on peut vraiment y remercier.